Bonjour à toutes et à tous. Mon nom est Philippe Lemans et cela constitue une bonne partie de mon métier. J'adore raconter des histoires porteuses de sens. Cette série de podcasts, Les chemins de l'excellence au gré de l'histoire, vous propose d'en savoir plus sur un certain nombre de pratiques managériales ou de manières d'être et de travailler en équipe ou à titre individuel, et ce, par le biais d'histoires vraies, 100% authentiques et très inspirantes. Aujourd'hui, nous allons à Houston. Il est 17h31 et 4 secondes en ce 27 janvier 1967. Nous brûlons. Tels furent les derniers mots de l'équipage d'Apollo 1, Gus Grissom, Ed White et Roger Chaffee, qui effectuaient un test de mission dans le module de commande au sommet de la fusée Saturne V. À partir de là, je vous propose de voir comment tirer davantage profit de nos erreurs. Il est midi. Sur le pas de tir 34, Gus Grissom, Ed White et Roger Chaffee s'installent dans leur capsule et commencent un test destiné à s'assurer que le vaisseau est capable de fonctionner de manière autonome. Le vaisseau Apollo, placé au sommet de son lanceur, la gigantesque fusée Saturne V d'une hauteur de 110 mètres, est fermé de manière hermétique, avec son équipage à l'intérieur. Les liaisons avec l'extérieur sont physiquement débranchées, les communications ne se font plus que par radio. Ce test est une étape essentielle avant le lancement planifié pour le 21 février. Et dès le début du test, plusieurs problèmes surgissent, dont une odeur âcre et irritante pour la gorge et des grésillements sur la radio rendant indiscernables les voix des 3 astronautes. 5 heures après le début des tests, ceux-ci se poursuivent encore, car ils ont été interrompus à plusieurs reprises pour résoudre différents incidents. Une surtension dans le circuit électrique est constatée vers 17h30 et 54 secondes. Et 10 secondes plus tard, Roger Chaffee pousse un cri, puis Ed White annonce qu'il y a le feu dans le cockpit. 6 secondes après l'intervention de Ed White, on entend Roger Chaffee s'exclamer qu'il y a un incendie vraiment dangereux. Bat fire! Immédiatement après, la coque pressurisée cède car la combustion des gaz a porté la pression interne à 2 bars. Des flammes et des gaz de combustion se répandent dans les 2 étages de la tour de service. On entend un dernier cri. We are burning up. Nous brûlons. Puis, les communications sont interrompues. Il ne s'est écoulé que 18 secondes depuis que Ed White a signalé le début de l'incendie. Les personnes situées à proximité du vaisseau ont évacué la plateforme au moment où la fumée et les flammes ont envahi celle-ci, car elles supposent que le module a explosé ou est sur le point d'exploser. Mais un peu plus d'1 minute plus tard, elles sont de retour et tentent d'ouvrir l'écoutille. Elles sont gênées par l'épaisse fumée qui a envahi les installations. Il faut près de 5 minutes pour qu'ils parviennent à ouvrir les 3 trappes successives qui verrouillent la capsule. Une fois celui-ci ouvert, les personnes présentes ne peuvent que constater le décès des 3 hommes. 2 des astronautes se sont libérés des fixations de leur siège, tandis que Roger Chaffee est resté attaché à son siège car c'était son rôle de maintenir les communications. Les combinaisons en nylon ont partiellement fondu, il faut près de 90 minutes pour que les corps des 3 astronautes puissent être extraits de la cabine. Vient le temps du débriefing, de l'analyse et de l'apprentissage des erreurs. Des photos tridimensionnelles sont prises à l'intérieur de la cabine du vaisseau incendié, puis celui-ci est démonté, tandis qu'un vaisseau identique, le CM014, subit en parallèle les mêmes opérations. Chacune des pièces est alors examinée. Par ailleurs, l'autopsie des corps des 3 astronautes révèle que ceux-ci sont décédés d'un arrêt cardiaque lié aux concentrations élevées de monoxyde de carbone. Leurs corps présentent des brûlures au 3e degré, mais celles-ci se sont sans doute produites après leur décès. L'enquête menée montre que plusieurs erreurs ont été commises, en partie liées à la complexité du projet et au planning très tendu dû à la compétition dans laquelle la NASA était engagée avec les soviétiques, mais a aussi révélé des problèmes de conception, entraînant l'utilisation de mauvais composants ou encore de matériaux inflammables, et d'organisation. Les risques n'étaient pas assez pris en compte. Le déclenchement de l'incendie sera attribué, sans être clairement identifié, à un court-circuit dû à un fil électrique dénudé probablement sous le siège de Gus Grissom. À cause de l'oxygène pur sous pression qui régnait dans la cabine, celle-ci s'embrasa rapidement. L'enquête révélera l'utilisation de nombreux matériaux inflammables dans la cabine. Le système d'ouverture de la capsule nécessitait une procédure complexe de plus de 2 minutes.
Là où en cas d'urgence, les trappes des capsules Mercury pouvaient s'ouvrir en moins d'une seconde à l'aide de boulons explosifs. Mais ceux-ci avaient été abandonnés suite à leur explosion intempestive lors de la mission Liberty Bell 7, conduisant à la perte de la capsule. Au-delà des erreurs de conception, de matériel, d'organisation, c'est le mental qui doit changer. Le directeur de vol, Gene Kranz, réunit son équipe et leur dit « Un vol spatial ne tolère jamais la négligence, l'incapacité ou l'insouciance. D'une façon ou d'une autre, on s'est planté. Quoi qu'il en soit, nous aurions dû mettre le doigt dessus. Nous sommes la cause. Nous n'étions pas prêts. Nous n'avons pas fait notre travail. À compter de ce jour, le contrôle de vol sera synonyme de 2 mots, solidité et compétence. Solidité signifie que nous nous portons à tout jamais garant de ce que nous faisons ou ne faisons pas. Nous ne transigerons plus jamais avec nos responsabilités. Et compétence signifie que nous n'accepterons plus rien comme allant de soi. Nous ne serons plus jamais pris en défaut de connaissances ou de savoir-faire. Outre ce qui vient d'être évoqué, notamment par Gene Kranz, je vous propose 4 pistes de réflexion, 4 leviers afin de tirer davantage profit de nos erreurs. 1. Les erreurs sont des mines d'or. Des mines d'or que nous peinons à exploiter. En effet, bien souvent nous associons erreur à faute, et faute à punition. Et de ce fait, en cas d'erreur, j'ai tout intérêt à la cacher car personne n'aime être puni. Parfois, il y a faute, notamment dans le cas de négligence, de non-respect des règles et procédures, voire de sabotage. Mais dans l'immense majorité des cas, il s'agit juste d'erreur. Et qu'est-ce qu'une erreur ? Mais l'erreur signifie tout simplement que le processus n'a pas livré ce qu'il devait. Commençons donc par la reconnaître. Pour être exploitée, l'erreur doit être reconnue et assumée. Chacune d'elles devient alors une opportunité de correction et d'amélioration. 2. Attaquons les causes et non les symptômes. Bien sûr, me direz-vous, mais en est-on si sûr ? Si vous vous rappelez des dernières erreurs commises, il se peut bien que face à celle-ci, et à votre souhait d'aller en chercher les causes racines, la réponse ait été « bonne idée, mais là on n'a pas le temps, le produit doit être livré cet après-midi au client » ou « ce rapport doit partir demain ». Écoutez, on verra cela la semaine prochaine, ou le mois prochain, ou jamais. 3. J'ai le droit de commettre des erreurs. La phrase est interpellante. Lorsque je demande au cours de mes conférences ou ateliers si les participants ont le droit de commettre des erreurs, j'obtiens des réponses variées, y compris, et bien souvent, au sein d'une même équipe. Certains disent avoir le droit à l'erreur, et d'autres pas. La pire réponse que j'entends parfois est « cela dépend des conséquences ». Cela signifie que vous ne saurez qu'après avoir commis l'erreur si celle-ci est répréhensible ou non, une catastrophe. Surtout si l'on pense que ce sont les mêmes personnes à qui on demande de prendre des initiatives, d'être créatives, de prendre des risques calculés. Chacune et chacun de nous doit pouvoir se dire « j'ai le droit de commettre des erreurs », pour peu bien sûr que nous en apprenions quelque chose et ne les répétions pas. C'est également l'un des fondements d'une bonne délégation responsable. 4. Enfin, ne pointons pas du doigt. Soyons honnêtes. Il nous arrive parfois à nous et aux membres de notre équipe, en cas d'erreur, de dire « c'est pas moi, c'est l'autre ». Dans ce cas, le processus d'apprentissage ne commence pas, puisque c'est l'autre qui doit le faire. Il convient donc, et nous l'avons déjà évoqué, de commencer par reconnaître l'erreur. Ensuite, n'attaquons jamais la personne. Attaquons le processus. Si une personne se sent attaquée, qu'elle soit ou non responsable de tout ou partie de l'erreur, elle va se défendre, c'est humain. Tandis que si je vais la trouver en disant « nous avons un problème avec ce processus, que 99% de responsabilité soit chez elle et 1% chez moi, ou l'inverse, nous essayerons ensemble de nous y attaquer. » En espérant que cette histoire vous a plu, qu'elle a vibré en vous, vient maintenant le temps de l'appropriation, de la traduction. Comment cela résonne-t-il en moi ? Comment traduire cela dans mon quotidien avec mes collègues, mes collaborateurs, mes clients, voire avec ma famille ou mes amis ? Par quel bout commencer ? Une chose est sûre, sur les chemins de l'excellence, on progresse pas à pas, un pas à la fois. Choisissez juste un petit pas pour aujourd'hui. Laissons Gus Grissom, Ed White et Roger Chaffee, dont les noms ont été donnés à des collines bordant le site d'atterrissage du rover Spirit sur Mars, et je vous retrouve avec plaisir pour une autre histoire sur les chemins de l'excellence, au gré de l'histoire.